achat public durable. Achat public Bon, durable, opportunités pour la relance économique et le développement durable au Liban, organisé par l'Institut des finances Bassel Fouleyhan, en partenariat avec Expertise France et l'Agence française de développement, dans le cadre du projet d'assistance technique à la réforme des marchés publics au Liban. Je suis Basma Abdelkhali, économiste et responsable de programme à l'Institut des finances, modératrice du débat pour cet après-midi. C'est un grand plaisir d'accueillir nos deux experts, M. Farid Yaker, expert international en achat public durable, et M. César Pitoisé, expert en achat public auprès d'Expertise France. Nous sommes honorés du fait que plus de 100 auditeurs se sont inscrits à ce webinaire. J'espère que tout le monde va pouvoir nous joindre. Nous avons des directeurs généraux et cadres supérieurs du secteur public, collègues du secteur privé, de la société civile et représentants des institutions partenaires du développement qui sont en train de suivre le dossier de la réforme des marchés publics, ce qui marque un grand intérêt à ce sujet de réforme qui gagne de plus en plus d'importance dans la réflexion stratégique, comment le rôle des achats publics peut être instrumental pour la relance économique et le développement durable des pays. Mesdames et messieurs, ce webinaire est une plateforme interactive pour l'échange et le dialogue autour de notre thématique d'aujourd'hui. Ceci dit, je vous rappelle qu'un temps sera dédié pour les questions-réponses, mais vous pouvez toujours vous inscrire vos questions dans l'espace chat ou dans l'espace questions-réponses dans le Zoom. On les traitera avec les experts au moment du débat. Veuillez noter aussi que la traduction français-arabe est assurée et que le webinaire sera enregistré. En cas de déconnexion du fait de la mauvaise qualité de l'Internet chez vous, merci de vous reconnecter avec le même lien Zoom. Avant de commencer notre discussion sur le sujet, on commence par un cadrage et une mise en contexte. J'invite M. Rassan Zani, président par intérim de l'Institut des finances Bassel Fouleyhan, pour un mot d'introduction. merci Basma. Bonjour à toutes et à tous. J'espère qu'on m'entend. Au nom de l'Institut des finances, Bassel Fleihan, et de sa présidente, Mme Lamia Bayed Bissat, que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui par intérim, permettez-moi de vous accueillir avec beaucoup de joie à ce webinaire sur les achats publics durables que nous organisons en partenariat avec Expertise France et l'Agence française de développement et en collaboration avec l'autorité des achats publics, dont je salue son président, Dr Jean Ali. Nous sommes ravis de remarquer le grand intérêt que le sujet des achats publics durables suscite. Nous avons reçu, comme l'a évoqué tout à l'heure ma collègue Basma, plus de 160 inscriptions, dont une majorité est parmi nous cet après-midi et que je salue. Nous sommes réunis aujourd'hui pour explorer les opportunités que les achats publics durables pourraient offrir au Liban dans un contexte de réforme en cours des marchés publics, avec une crise économique et financière et des défis sociaux pesants sur le pays depuis 2019, discuter de développement durable ne semble pas être une priorité pour le secteur public, encore moins peut-être pour la société en général. Cependant, ce sujet en particulier revêt d'aujourd'hui une grande importance, puisqu'il s'agit d'une approche futuriste qui aiderait la relance économique post-crise dans un contexte de développement durable. Pour cette fin, il nous est donc essentiel d'examiner de près et en amont les pratiques d'achat responsable et bien sûr de leur impact potentiel sur l'activité économique et le développement durable du pays. Mesdames et messieurs, les achats publics durables offrent une opportunité unique de concilier les besoins de développement économique avec les consignes de la loi des achats publics, la loi 244, qui offre un cadre réglementaire moderne qui tient compte des achats publics sur la base de l'évaluation de l'exercice MAPS et de ses recommandations,
la nouvelle loi 244, la stratégie nationale de la réforme qui a été approuvée en Conseil des ministres en 2022. Et dans tous ces documents et toutes ces réglementations, les achats publics durables sont bien mentionnés comme instruments de politique publique favorisant la compétition, l'inclusion économique, la protection sociale, ainsi que la réduction des effets de l'activité économique sur l'environnement. Quel est le rôle de l'Institut des finances au niveau de la sensibilisation aux achats publics durables? L'Institut des finances a joué un rôle important dans la promotion des achats publics durables au Liban depuis 2010, en s'engageant pour le compte du Liban en tant que pays pilote dans le processus de Marrakech, l'exercice d'évaluation du cadre légal libanais et des pratiques du marché en matière d'APD a permis à notre institut d'élaborer des études scientifiques qui ont été publiées en 2012 et par la suite d'élaborer également un plan d'action national qui fut approuvé par le gouvernement en 2016 comme reconnaissance de l'importance des APD. Également, entre 2015 et 2019, l'Institut avait été sélectionné pour faire partie du comité de pilotage du programme 10-Year Framework Programs en SPP. Et c'est dans ce cadre et ce contexte que notre institut a eu la chance de travailler en étroite collaboration avec M. Farid Yaker, un de nos deux experts internationaux qui interviennent aujourd'hui dans ce webinaire, étant donné que M. Yaker était à l'époque responsable de toutes ces initiatives d'achat public durable auprès de la PNUE, du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Malheureusement, et à défaut de financement, ces initiatives de promouvoir les APD au Liban n'ont pas avancé. Depuis 2019, l'Institut des finances intervient comme coordinateur de la réforme des achats publics et souligne dans son action l'importance des achats publics durables, qui est d'ailleurs clairement reflétée dans la loi de 144, les achats publics durables étant un des 8 principes directeurs qui régissent cette loi. Par ailleurs, en tant que responsable de la formation obligatoire continue et spécialisée en achat public, l'Institut des finances offre des formations aux acheteurs publics tenant compte des critères de durabilité tout au long du cycle des achats, à partir de la planification jusqu'à la gestion des contrats. C'est en sensibilisant les parties prenantes et en renforçant les capacités nationales que notre institut contribue considérablement à un écosystème favorable à l'adoption des achats publics durables. Tout cela étant dit, et pour maximiser les avantages des pratiques durables en achat public, c'est tout un chemin qu'il faudrait mener et des mesures à prendre, comme par exemple l'élaboration de politiques secondaires par l'autorité des achats publics, la conception d'outils, de guides pratiques, la sensibilisation des parties prenantes, la formation sur la mise en place des APD au sein des processus d'achat. Le chemin est long et nous ne pouvons ignorer les défis qui se dressent devant nous, le contexte économique difficile, les pressions budgétaires, les contraintes administratives qui pourraient entraver la conception et la mise en œuvre efficace des politiques des achats publics durables au Liban. Il est donc essentiel qu'une collaboration étroite au niveau national soit maintenue entre les différentes parties prenantes qui ont l'expérience et le savoir au niveau du secteur public et du secteur privé pour promouvoir cette culture et pour surmonter tous les obstacles. En tant qu'institut, nous assumons la responsabilité de former et de sensibiliser les parties prenantes et de contribuer au dialogue. Ce webinaire d'aujourd'hui n'est qu'une des nombreuses activités ouvrant la voie vers un dialogue entre les parties concernées en termes d'APD et les approches de mise en œuvre ont fait preuve de réussite dans beaucoup de pays. Au cours de cette session, nous aurons l'occasion d'entendre M. Yaker et M. César Putoisé, nos deux experts en la matière, dont je saisis l'occasion de saluer et de remercier leur présence parmi nous pour partager leurs expériences et nous introduire aux meilleures pratiques mondiales. Je remercie également Dr Jean Allier, le président de l'autorité des achats publics,
et encore et toujours un remerciement, une collaboration continue et leur soutien technique. Et finalement, je souhaite à tous les participants d'aujourd'hui des discussions enrichissantes au cours de ce webinaire. Merci. Basma, à toi la parole. Merci Hassan pour ces éléments de contexte et pour avoir mis l'accent sur l'importance de ce sujet, surtout dans un contexte de réforme en cours au Liban. Nous avons appris que Dr Jean Relier n'a pas pu se joindre à nous pour ce webinaire. Nous sommes désolés pour cela, mais nous assurons que le dialogue va continuer sur ce sujet, cet élément de réforme très important. Et le dialogue reste ouvert pour toutes les parties prenantes sur les APD et les autres dossiers relatifs à la commande publique. Donc, on enchaîne avec notre webinaire. Juste des mots d'introduction pour introduire le sujet et nos deux experts. Et après, on commence avec les présentations. Donc, les achats publics durables ou Sustainable Public Procurement, comme connu dans la littérature internationale, sont des marchés publics efficaces, c'est-à-dire Good Public Procurement. Cela veut dire que c'est une utilisation transparente, équitable, non discriminatoire et compétitive des fonds publics, tout en intégrant dans les processus d'achat les dimensions sociales, environnementales et économiques du développement durable. D'après l'expérience internationale et tout le benchmarking, on a vu que la mise en place des APD nécessite vraiment un leadership national influent et garant des principes et des ressources. Donc, cela nécessite un engagement de toutes les parties prenantes à travers des visions partagées, des solutions inclusives, un dialogue continu et une communication bien ciblée et bien ouverte. Et bien sûr, tout travail sur les APD, sur cet agenda de réforme, doit être accompagné par des systèmes de suivi et d'évaluation mesurant les réalisations, les avancements et les résultats. Tous ces points autour de ce sujet seront abordés par nos deux intervenants, M. Yaker et M. Pitoisé, que je remercie encore pour leur présence, et j'ai le plaisir de les introduire très brièvement. M. Farid Yaker était un expert international en achat public durable. Il a dirigé les travaux du Programme des Nations Unies pour l'environnement dans le domaine des APD de 2008 jusqu'en mars 2023. Il a été responsable de nombreuses publications du PNU sur les APD, notamment les évaluations périodiques internationales de la mise en œuvre des APD et les lignes directrices. Il a également dirigé la conception et le déploiement de l'indicateur ODD 12.7.1 qui mesure la performance des pays en matière d'APD. Bienvenue, M. Farid. M. César Pitoisé est responsable commande publique au sein de la métropole Aix-en-Marseille-Provence en France. Expert en commande publique, il met son expertise à disposition des acheteurs publics dans le cadre des formations. Cofondateur de l'expertise publique, afin d'accompagner les acteurs publics à gagner en compétences principalement dans le domaine des marchés publics. En 2023, il a travaillé avec Expertise France en tant qu'expert court terme afin d'accompagner l'autorité des marchés publics au Liban dans la mise en œuvre d'une politique achat public durable. Bienvenue, M. César Pitoisé. Donc, je commence mes questions pour M. Yaker. On sait bien que le PNU a dirigé l'élaboration d'une méthodologie et d'un outil de reporting pour suivre le progrès réalisé dans le monde sur les APD. Et qu'un nombre de pays a commencé à mettre en œuvre des politiques et des plans d'action en matière d'achat public durable. Selon votre expérience, quel est le rôle des APD, premièrement dans la réalisation des ODD, et d'après aussi votre expérience plus récente dans des pays comme l'Ouzbékistan, le Rwanda, le Maroc, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cette méthodologie d'évaluation et de reporting pour suivre le progrès autour du monde sur la mise en place des ODD 12.7.1? Merci beaucoup, Basma. Bonjour à tout le monde. D'abord, je suis vraiment impressionné par le nombre de participants. Je vous donne le bonjour à tous depuis Alger, où je me trouve actuellement. Et je suis content qu'il y ait une traduction vers l'arabe, que tout le monde puisse saisir, comprendre et suivre. C'est des questions très vastes, Basma. Je voulais juste remercier Rassan pour ses mots d'introduction et dire effectivement que le Liban était pilote dans ce domaine-là. Vous avez été parmi les 7 premiers pays en 2009. Très peu de pays peuvent dire qu'en 2009 déjà,
ils avaient embarqué sur la voie des achats durables. Donc, il faut maintenir donc, cette tradition libanaise hein, de leadership dans le domaine. Et je crois que on le doit aussi à l'Institut Bess El Flihan, à votre équipe et bien sûr à Lamia Moubayed Bissat qui est parmi nous aujourd'hui, que je salue, qui est également, je crois, qui a joué un grand rôle pour faire en sorte, parce qu'il y a il y a des pays qui sont champions, et dans les pays, vous avez des champions qui sont des personnalités qui impulsent les sujets. Et je crois que Lamia en fait partie, non seulement au Liban, mais dans le monde arabe et au niveau international. Donc, je vais peut-être, parce que la question est vaste, Basma, partager un PowerPoint, si vous acceptez. Voilà. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Allez-y. Donc, vous me dites si ça apparaît à l'écran. Oui, Très bien. Voilà. Donc, essayer de réduire ça. Voilà. Donc, je vais vous parler de la commande publique durable et vous me demandez, il y a deux aspects, c'est les bénéfices et opportunités des achats publics durables et le suivi de l'indicateur 12.7.1. Première chose, je voulais dire, il y a 10 ans, ou même en 2009 quand on a démarré, c'est-à-dire il y a 15 ans maintenant, c'était un sujet, je dirais, marginal. Hein, et c'est ça les pionniers. Les pionniers s'engagent sur des sujets qui ne sont pas au cœur des préoccupations à un moment donné. Et puis maintenant, ils ont compris l'importance du sujet, ce qui fait que maintenant, quand je vous parle en 2024, c'est devenu, comme on dit, mainstream. C'est devenu un sujet qui est incontournable, une pratique qui est incontournable. On ne peut plus parler d'achat public sans adjoindre l'adjectif durable. La preuve en est que les grosses institutions comme la Banque mondiale, maintenant, en font une obligation. C'est-à-dire que ça devient donc la routine d'introduire la durabilité dans la commande publique. Donc voilà pour vous dire dans quelle situation on se trouve. C'est ce qui explique aussi votre intérêt pour le sujet. On essaiera d'aller un peu en détail là-dessus. Donc, pour ce qui est des bénéfices et opportunités. Bon, pourquoi le cas? Vous savez très bien que la commande publique, c'est un pourcentage élevé du PIB. Donc là, je vais arrêter la vidéo. On a, les gouvernements sont les premiers consommateurs dans toutes les économies, donc ils ont un rôle majeur à jouer pour mettre en place les APD. On parle en Europe, on est 2000 milliards d'euros, aux États-Unis, 1,7 milliard 7 000 milliards de dollars. Vous voyez où on se retrouve avec des chiffres qui sont astronomiques. Et les États-Unis ont bien compris d'ailleurs, puisque dans le programme qu'ils mettent en place, qui s'appelle IRA, Inflation Reduction Act, ils utilisent la commande publique comme un levier pour susciter, promouvoir l'économie verte. Donc, disons des masses monétaires, des volumes de dépenses qui sont très élevés et qui donc constituent une opportunité pour verdir la commande publique et avoir un impact sur le développement durable. Ensuite, pourquoi c'est important? Non seulement vous avez des volumes élevés, mais chaque achat, il a un impact euh, caché, ou non caché d'ailleurs, sur la santé humaine, sur l'environnement et sur les conditions sociétales, sur la société, sur les conditions sociales. Et ça se passe tout au long de la chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la mise en décharge ou le recyclage final donc des produits. Et donc, ce qui veut dire que plus le volume d'achat est élevé, plus les impacts sont élevés. Et les impacts, ils sont de plusieurs ordres. Hein. Vous avez de la pollution, et quand on utilise un peu donc des emballages plastiques, c'est le problème des plastiques à usage unique qu'on essaye de combattre. Voilà, on a une énorme pollution. Ça, c'est pour la santé, par exemple. Vous avez les modes de consommation alimentaire. Quand on sait très bien que le Nutella, par exemple, est lié à la déforestation, les cultures de palmiers à huile en Asie. Vous avez la déforestation de l'Amazone qui est liée à l'alimentation animale parce qu'on a besoin d'acheter du soja pour l'alimentation animale et ça a un impact direct sur la déforestation
des grandes forêts dans l'Amazonie. Vous avez les portables, vous avez certains objets qui nécessitent donc des minéraux rares ou des minéraux qui sont uniquement disponibles dans des zones de conflit. Voilà. Donc ça, c'est lié également à nos modes de consommation, au type de produits qu'on achète. Et puis, les problèmes de surconsommation de ressources, la pêche, par exemple, vous voyez, là, c'est également directement lié à nos modes de consommation et les conditions sociales de production aussi, pour avoir une pression vers le bas sur les prix, qui fait qu'on a des conditions sociales terribles, notamment en Asie, avec parfois des catastrophes comme le Rana Plaza qui s'était effondré au Bangladesh, avec des centaines de victimes dans des ateliers clandestins. Oui. Alors, non seulement on a un volume élevé d'achats publics, on a donc des impacts élevés, environnementaux, sociaux, à noter. Et d'autre part, on a une augmentation de la population qui est en cours, on va jusqu'à 10 milliards de personnes en 2050, avec une augmentation de la classe moyenne. C'est-à-dire qu'on a non seulement plus de monde, mais plus de consommateurs. Des ménages qui consomment de manière encore plus intense. Et on va passer là de 899 millions de personnes en 2011 à, on est déjà passé à 1,34 milliard de classe moyenne, de personnes qui sont de classe moyenne en 2019. Et je vais mettre à jour cette figure-là parce on a dû donc passer maintenant à 1,7, 1,6 milliard de représentants de la classe moyenne, avec, comme je vous disais, une intensité de consommation qui est élevée, donc un impact encore plus élevé sur les ressources. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire il est important de limiter les impacts négatifs de la commande publique et donc de passer aux achats publics durables pour avoir limité l'impact écologique et également avoir des impacts économiques et sociaux positifs. On va revenir là-dessus. Ça veut dire quoi, des impacts sociaux positifs? Alors, pour l'impact économique, il faut rester et amplifier donc l'impact positif sur les qualités, les délais de livraison, mais également favoriser l'innovation à travers les APD, l'accès des PME à la commande publique, la diversité des fournisseurs. Dans le terme d'impact environnemental, vous voyez que on va essayer d'utiliser ce type d'achat pour protéger le climat. On va acheter des produits qui ont un faible impact climatique, c'est-à-dire une émission réduite de gaz à effet de serre, par exemple. Des produits qui utilisent moins de ressources. Par exemple, en recyclant le produit, on fait en sorte qu'on utilise moins de ressources qui sont liées à la production donc des produits. On va essayer de prévenir la pollution, hein, en mettant en place, par exemple, des économies circulaires, de la récupération en fin de vie, etc. Donc, de la réduction des déchets, limiter la déforestation et maintenir la biodiversité. Et les impacts sociaux, sur la santé et la sécurité, les conditions de travail, on peut exiger des fournisseurs donc le respect des normes de travail, hein, des lois du travail et donc les lois notamment du BIT, l'égalité des chances, notamment avec l'aspect genre, la dimension genre, des salaires qui sont équitables, promouvoir les droits des travailleurs, etc. Faire en sorte qu'il n'y ait pas de travail d'enfant ou pas de travail forcé. Et tout ça, tous ces objectifs-là peuvent être atteints à travers les APD. Alors, je vous le disais en introduction, la bonne nouvelle, c'est que le mouvement vers les APD, il est en marche. Hein. On a une réalité maintenant, et je vais vous le montrer, à travers un panorama mondial des APD qu'on a fait quand j'étais au PNUE, avec trois éditions en 2013, 2017 et 2022. On a fait un peu une analyse du progrès des APD. Et on s'est rendu compte que il y avait, vous voyez les courbes, le nombre de politiques générales, globales, qui intègrent les APD est en augmentation. Sur 41 pays, on avait noté 67 politiques avec des APD, contrairement, enfin, c'est à comparer avec 7 politiques avant 1992. On a aussi des politiques qui sont des plans d'action APD qui sont en augmentation. On en avait compté 36 quand on a fait la dernière étude en 2022. Et là, vous voyez la progression est très rapide. Et également, donc, des réglementations, l'entrée des APD dans la législation. Hein, donc, que ce soit à travers la loi
des codes des marchés publics ou alors des réglementations sectorielles sur l'énergie, sur l'eau, sur les déchets, etc. Les APD intègrent l'environnement réglementaire. Alors là, vous voyez un peu le nombre de la progression du nombre de plans d'action. En 2021, on avait noté 9 plans d'action. Certains étaient des renouvellements, d'autres étaient des nouveaux plans d'action. Alors, dans quel domaine disons, sont privilégiés, quels objectifs de durabilité sont privilégiés via les APD? Euh, Dans le domaine environnemental, vous avez parlé de l'efficacité des ressources, la réduction de la consommation d'énergie, l'atténuation du changement climatique, la réduction des déchets et les technologies propres et éco-innovation. C'est ce qu'on avait trouvé comme objectifs environnementaux qui étaient privilégiés par les pays et les objectifs sociaux qui prennent de plus en plus d'importance, promotion des PME, anticorruption, protection des groupes à risque, droits de la personne et respect des conventions de travail. L'OCDE a fait une étude similaire et ils se sont aperçus que également parmi les membres de l'OCDE, dans la commande publique, on visait également des objectifs écologiques, des objectifs d'innovation, des objectifs de soutien aux PME et on privilégiait, on essayait de promouvoir l'entreprise responsable et aussi les entreprises appartenant à des femmes, dirigées par des femmes. Ici, vous voyez un peu à droite les types de produits qui sont mis en œuvre parce qu'il y a une priorisation donc, des familles d'achat. On commence par travailler sur ce qu'on appelle IT, la bureautique, l'énergie, les véhicules, la mobilité, la construction, etc. Vous voyez que ce qui est mis en avant par les pays. Et je ne reviens pas à droite sur les objectifs socio-économiques et environnementaux. Alors, les barrières, les obstacles, désolé, c'est en anglais, hein, mais donc, le premier, ça ne vous étonnera pas, c'est la perception, et parfois, souvent, c'est une réalité, c'est que les produits alternatifs verts sont plus chers. Et donc là, ça veut dire que les achats, la commande publique durable doit être aidée par d'autres politiques, hein, des politiques fiscales, des budgets verts, de soutien à la production de produits alternatifs durables. Vous voyez, tout ça fera en sorte que le prix de ces produits diminuera et leur volume augmentera. Ils pourront intégrer plus facilement la commande publique. L'absence de réglementation contraignante est également un obstacle. Et là, il y a une évolution internationale dans ce domaine, puisqu'on a de plus en plus de politiques contraignantes, obligatoires, donc de mise en œuvre de ces politiques. Alors, je finis maintenant avec le suivi d'indicateurs 12.7.1, puisque c'est la deuxième partie de la question. Alors, vous devez savoir que, bien sûr, il y a 17 objectifs de développement durable qui donc, doivent être réalisés d'ici 2030. C'est ce qu'on appelle l'agenda du développement 2030, qui ont été mis en place en 2015. Et parmi ces objectifs, il y a le numéro 12 qui concerne la consommation responsable, la consommation et la production responsable. Et dans le 12, vous avez ce qu'on appelle la cible 12.7 qui vise à promouvoir des pratiques d'achat public qui sont durables en accord avec les politiques nationales, les priorités nationales. Et il y a un indicateur qui a été mis en place au PNUE, quand je dirigeais l'unité achat public durable, qui est le nombre de pays mettent en œuvre des politiques et des plans d'action d'APD. Donc, on va compter, à travers cet indicateur-là, le nombre de pays qui lancent et qui mettent en œuvre concrètement ces politiques. Alors, de quoi il est constitué cet indicateur? Il y a trois grandes parties. D'abord, il y a le cadre politique et réglementaire. Donc, l'existence, on vous a parlé tout à l'heure de plans d'action, de politique, de réglementation. Vous avez en deuxième les appuis concrets qui sont donc les mesures qui sont prises par les États pour aider de manière concrète les acheteurs à mettre en place ces politiques. Donc des formations, des guides, la mise en place d'unités APD dans le ministère des Finances et chez les gros acheteurs, les formations comme je disais, etc. Et puis également dans quelle mesure on a priorisé certains produits et on a développé des guides,
des outils pratiques pour les acheteurs pour leur permettre donc de réaliser les APD. Et puis, troisièmement, c'est le système de suivi-évaluation. Est-ce qu'il y a un système de suivi-évaluation et quel est le pourcentage donc d'achats verts ou durables parmi au sein de la commande publique? Donc, ça se traduit par un score. Le score, c'est une série de lettres que vous voyez à l'écran. A, multiplié par B, C, D, E, F. Je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, A, c'est l'existence d'un plan d'action ou de dispositions réglementaires. Donc là, soit ils sont disponibles, et là, on peut commencer à mesurer la mise en œuvre des plans d'action, ou alors ils ne sont pas disponibles, et là, le pays est déjà en non-conformité. Donc ensuite, s'il y a une disponibilité, c'est-à-dire qu'on a existence de plans d'action, de politiques et de dispositions réglementaires, on va calculer, on va mesurer dans quelle mesure la réglementation intègre les APD. On va voir le soutien pratique qui est délivré aux acheteurs publics. On va voir s'il y a des critères qui ont été élaborés pour des familles d'achat, des critères d'achat vert. On va voir s'il y a un système de monitoring et on va finalement calculer, on va vérifier quel est le pourcentage d'achats verts. Tout ça, ça nous donne un score global sur la base duquel on considère que le pays est en conformité ou non avec cet indicateur. En 2020, on avait fait une première donc, évaluation. On avait trouvé que 41 pays étaient donc, conformes, en conformité. Vous voyez que la majorité venait d'Europe, bien sûr avec l'Amérique du Nord, et très peu de pays représentant l'Asie, l'Afrique, l'Asie occidentale et l'Amérique latine. Euh, Ces choses, voilà, ça se traduisait donc par le tableau que vous voyez ici à l'écran, avec donc pour l'Europe, qui était le leader international dans le domaine, et en Afrique, on avait trois pays. En Asie, on a des pays leaders comme la Chine, le Japon, la Corée et les Philippines, mais ça s'arrêtait là. Donc, vous voyez très peu de pays arabes dans, disons, parmi les pays qui étaient en conformité. La Tunisie n'était pas encore en conformité, même si elle avait participé. En 2022, les choses évoluent. On a 67 pays qui participent et 49 qui sont en conformité. Et là, vous voyez qu'il y a des pays arabes qui intègrent, le Maroc, la Tunisie, des pays africains qui intègrent le classement au niveau du premier niveau de performance. Mais ils sont quand même en conformité. Et pour la première fois, on a un pays qui est en haute conformité, haute performance, et c'est les États-Unis. Donc voilà les scores, vous voyez, ça passe de non conforme jusqu'à le niveau 4, je disais qu'il a été atteint par les États-Unis pour la première fois. On avait voilà, la distribution un peu, 18 pays non conformes et le reste qui s'échelonnait, qui se distribuait dans les autres catégories. Pour ce qui est du Liban, donc, vous avez participé donc, en 2022 pour la première fois. Pour cette fois-ci, vous êtes dans la catégorie non conforme, c'est-à-dire que le score du Liban était inférieur à 20, pas très loin de 20 d'ailleurs, mais on ne fournit pas la note exacte du pays dans notre partie, le plus ne le fait pas. Mais comme on dit, l'essentiel c'est de participer, c'est déjà une première étape. Alors, qu'est-ce qu'on avait remarqué pour le Liban? Euh, le Liban, donc, il était en dehors de la note globale, bien sûr, et des scores moyens régionaux. Quand on dit régionaux, c'est l'Asie, dans votre cas, pour la plupart des sous-indicateurs. Donc là, on voit que le Liban est en rouge, c'est la courbe rouge. Sur la réglementation, vous êtes au-dessus donc, de la moyenne Afrique, Asie de l'Ouest, mais en dessous de la note globale. Sur le caractère obligatoire des APD, donc ce n'est pas le cas encore au Liban. Vous voyez que sur le soutien pratique, sur tous les autres indicateurs, le Liban est encore en dessous de la moyenne globale, mais également de la moyenne régionale. Cela dit, il y a des opportunités de progrès, hein. Il y a d'avoir une bonne performance sur tout ce qui est plan d'action politique. Et là, il faut rendre justement hommage au travail qui a été réalisé par l'Institut Basile Fleuren là-dessus. C'est grâce à ça que vous avez mis en place, vous avez la loi également qui est passée, le Code des marchés publics, hein,
qui intègre des dispositions environnementales. Et donc, ça a donné un bon support. Maintenant, il faut travailler sur le soutien pratique aux acheteurs et puis développer des guides, des outils, prioriser des produits, intégrer réellement les critères environnementaux et sociaux dans la passation des marchés publics. Et je termine en vous alertant sur un aspect important qui est la contribution des achats publics durables à la lutte contre le changement climatique. Les marchés publics sont responsables de 15% des émissions annuelles de gaz à effet de serre. On parle de 7,5 milliards de tonnes de CO2. C'est pour la défense, les transports, les services de gestion. Et là, on est dans une région malheureusement où on est en plein dans des guerres locales qui peuvent se transformer en conflit régional avec un impact encore plus élevé sur les émissions de CO2. Voilà, il faut avoir à l'esprit ça, que tout est lié et donc il est important de prendre en compte la nécessité de décarboner à travers les achats publics durables et d'intégrer donc les objectifs de décarbonation, par exemple, qui sont dans la des contributions déterminées nationales, et d'intégrer l'opportunité que représente la commande publique durable pour diminuer donc l'impact carbone des États de manière globale. Voilà. Désolé d'avoir été un peu long et je vous remercie. Je peux conclure. Grand merci Farid pour ces informations très enrichissantes concernant les APD, son rôle dans l'agenda 2030 de développement durable. Et si on voit que le Liban a un potentiel très important, très grand quant à la mise en place, la conception et la mise en place de politiques d'achat durable, vu que la loi 244 a des provisions bien claires sur cela. Donc, il y a une opportunité, d'après le score que vous avez présenté, mais des efforts au niveau national sont encore à faire par les parties prenantes concernées. Donc, on gardera la partie recommandation et la voie vers le futur pour la deuxième partie du webinaire. Merci beaucoup pour ces informations. Je continue maintenant avec César. César, on sait que la loi 244 a préparé le terrain pour les APD. Elle a présenté un cadre réglementaire pour la première fois au Liban, très cohérent, très moderne, avec des principes directeurs bien définis. La durabilité est un des 8 principes régissant cette loi. Après la loi, il y a la stratégie nationale de la réforme des marchés publics qui a été approuvée par le Conseil des ministres en 2022 et à partir de laquelle le pilier 1 de cette stratégie a visé à aligner le cadre réglementaire et les politiques de marché public avec les bonnes pratiques internationales et avec les standards internationaux. Et donc, a bien mentionné que pour maximiser les avantages de pratiques d'achat durable, il y a des législations et politiques secondaires qui doivent être rédigées et publiées au niveau du gouvernement et préparées par l'autorité des marchés publics étant l'autorité de régulation du système. Donc, à partir de votre mission d'appui à la PPA, à l'autorité des achats publics, dans le cadre de l'assistance technique du projet Expertise France, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre méthodologie de travail, comment vous avez travaillé cet état de lieu pour bien si vous voulez viser les priorités de travail pour le Liban, quelles sont vos principales observations quant aux barrières et défis à la mise en place des achats publics durables et dans quel domaine prioritaire on a été identifié pour chaque pilier de cette durabilité, que ce soit économique, environnementale ou sociale? Alors, merci tout d'abord de m'avoir invité à ce webinaire extrêmement intéressant. Donc, merci à l'Institut des finances, merci à l'Autorité des achats publics, merci aussi à Expertise France de m'avoir fait confiance sur cette mission d'appui achat durable, parce que pour mémoire, Expertise France est intervenue et continue à intervenir dans une mission globalisée d'appui à la réforme de la commande publique au Liban. Et donc, moi, je suis intervenu en tant qu'expert court terme sur cette thématique des achats publics durables. Donc, sur les achats publics durables, pour répondre à votre question,
J'avais pensé justement, et pour pas être trop long, parce qu'il ne faudrait pas que je sois trop bavard pour laisser la place aux échanges, vous présenter les objectifs de la mission de façon à ce que l'ensemble des participants sache quelle était la feuille de route de Expertise France sur le volet achat durable au Liban. Ensuite, la méthodologie mise en œuvre qui recoupera beaucoup de ce qu'a dit Farid, et je le remercie également beaucoup pour cette présentation qui était très riche, et donc j'irai assez rapidement sur les objectifs de développement durable qu'il a extrêmement bien présentés, pour ensuite arriver aux résultats et aux conclusions de cette mission achat durable au Liban, puisque elle s'achève de mon côté en ce mois de février 2024. Donc, sur les objectifs de cette mission d'appui à l'autorité des achats publics au Liban, du point de vue des achats publics durables, il a été déjà exprimé le besoin de réaliser un état des lieux exhaustif des achats publics durables au Liban, parce qu'évidemment, c'est la base pour pouvoir commencer à réfléchir à une politique nationale d'achat durable, une politique nationale d'achat durable qui devra ensuite être déclinée avec des législations secondaires, c'est ce que vous avez évoqué, notamment par le biais de décrets, notamment, pour pouvoir réellement prendre forme concrète dans le paysage institutionnel et juridique au Liban. Alors évidemment, dans la feuille de route, il est aussi préconisé de trouver des indicateurs qui nous permettront de voir la réussite de la politique des achats durables au Liban à partir d'un moment de référence qui serait le moment M0 aujourd'hui, pour voir dans l'année N+1, N+2, comment auront évolué les achats publics durables au Liban. Alors, tout d'abord, peut-être une petite remise en contexte, même si l'ensemble des participants doit très bien connaître la législation sur les marchés publics au Liban. On a dans cette loi sur les marchés publics 244-2021, en article 1er, une exigence qui est donnée, mais quand même de façon extrêmement générale, où le législateur dit la passation des marchés publics est soumise à des règles de bonne gouvernance et tient compte des exigences de développement durable. Alors là, vous constatez que dans l'article 1, on ne nous dit absolument pas comment. Dans l'article 15 non plus, puisqu'on vous dit que dans la mesure du possible, les pouvoirs adjudicateurs adoptent des marchés publics durables pour orienter les dépenses de l'État. Et dans l'article 102, il est nécessaire d'élaborer des plans pour gérer les risques et atteindre les objectifs de développement durable dans les marchés publics. Donc c'est vrai que cette loi, elle donne un fondement qui donne une obligation dans l'expression du besoin de penser le développement durable à chaque achat, qu'on soit sur des services, des fournitures ou des travaux. Mais là, pour l'instant, au Liban, on est en train de réfléchir, vous êtes en train de réfléchir à la concrétisation législative de comment faire, comment on s'y prend. Donc, sur les différents achats durables, je vais être assez rapide aussi sur cet aspect-là, puisque on a vraiment ces deux piliers. Les achats durables, ce ne sont pas que des achats qui sont des achats au bénéfice de l'environnement, qui réduisent les impacts sur l'environnement, mais comme l'a dit Farid, ce sont aussi des achats qui vont améliorer les conditions sociales et qui vont également améliorer les conditions économiques. Donc, on reprend vraiment ces trois piliers du développement durable que sont l'environnement, la dimension économique et la dimension sociale. Au Liban, sur cette mission qui s'est déroulée depuis février 2023, donc depuis un an, on a tenu à mettre en place deux comités techniques, donc un sur les achats écologiquement responsables et un autre sur les achats socialement responsables, pour avancer petit à petit sur une logique de concertation entre l'autorité des achats publics et différents acteurs de la société libanaise, que ce soit des acteurs de la société civile ou que ce soit des acteurs du monde économique, pour faire déjà un brainstorming sur la question de l'achat durable. Alors, je vous donne quelques conclusions qui ont été extrêmement intéressantes et auxquelles je ne m'attendais pas du tout. C'est qu'au Liban, nous avons constaté déjà que dans le secteur économique, les entreprises sont pour la plupart des entreprises familiales, mais qui ont également des liens avec des pays à l'étranger, des liens avec l'Europe, notamment pour certains, et le niveau d'expertise et de technicité des opérateurs économiques au Liban est extrêmement bon. Le niveau de qualité
extrêmement bon, ce qui veut dire que nous, en tant qu'acheteurs publics, on peut augmenter le niveau d'exigence en matière de considération environnementale et sociale sur nos marchés publics sans craindre d'avoir des marchés publics infructueux où nous n'aurions pas de réponse de la part des opérateurs économiques. Donc ça, c'était déjà un grand point sur l'état des lieux, de dire que pour la plupart, les entreprises attendent que les marchés publics soient un peu plus exigeants pour pouvoir nous faire des offres de meilleure qualité sur le volet environnemental et social. Petite parenthèse également sur le volet social, des associations comme l'association Arc-en-Ciel, extrêmement développée au Liban, qui fait déjà de la commande publique durable, puisqu'elle va répondre à certains opérateurs publics en mettant à disposition des personnels issus, donc, qui ont connu des situations de vie difficiles. Donc, c'est des personnes qui sont recueillies par Arc-en-Ciel, qui sont formées et dont les productions ou services sont vendus à des opérateurs publics. Donc, il y a déjà des achats publics durables, même si on ne les a pas forcément recensés officiellement, ça existe déjà. Comme la prise en compte du handicap, d'ailleurs, hein, dans les entreprises, on s'est rendu compte au Liban que le handicap était régulièrement pris en compte, et ce, de façon culturelle depuis un certain nombre d'années. Alors évidemment, il a fallu s'adosser à un référentiel au Liban, et donc le choix le plus stratégique a été de s'adosser au référentiel de l'Organisation des Nations Unies. C'est ce qu'a évoqué Farid, puisque le Liban fait partie des premiers pays à avoir adhéré à l'Organisation des Nations Unies et qu'on a 17 objectifs de développement durable. Et ça nous a semblé être quand même le meilleur fondement pour pouvoir travailler cette question dans le cadre de la commande publique. Alors, je vais également assez rapidement sur l'objectif 12 de l'agenda 2030 de l'Organisation des Nations Unies, puisqu'il a été évoqué par Farid, cet objectif d'établir des modes de consommation et de production durables. Donc, évidemment, comme les États sont les plus grands acheteurs, les premiers consommateurs dans leur pays, il y a un enjeu évident de levier de la commande publique au niveau national. Donc, sur la définition de ce que sont les achats publics responsables, Basma l'a déjà évoqué, on est évidemment sur la promotion de pratiques durables dans le cadre de la passation des marchés publics, conformément aux politiques et priorités nationales. Donc, au Liban, il nous a semblé intéressant de proposer à l'autorité des achats publics 3 axes de travail, tout simplement. Le premier axe qui est, alors si je devais être, oui, le premier axe qui est l'axe environnemental que vous retrouvez ici, avec différentes déclinaisons opérationnelles. Donc ça a été une proposition à l'autorité des achats publics qui sera la décisionnaire, donc à voir ce qu'elle fera de cette proposition pour fixer les priorités, puisque comme on l'a vu ensemble, une politique d'achat durable doit fixer des priorités. Donc ici, vous avez différents sous-axes qui sont proposés sur le volet environnemental, la lutte contre le changement climatique, la réduction de la production des déchets, la préservation des ressources naturelles, le respect de la santé de tous. Également le volet social avec un fort enjeu sur l'insertion des publics en difficulté et également un fort enjeu, mais qui est un enjeu au niveau mondial, d'inclusion sociale et de lutte contre les discriminations, qu'on soit sur des discriminations de tout type, hein, qu'elles soient sexuelles, religieuses, etc. Et on va parler aussi beaucoup d'égalité femmes-hommes, puisque la commande publique va devoir intégrer des considérations qui sont de cet ordre-là. Hein. On va jusque-là. Mais on y va petit à petit. L'axe économique également, puisque lorsqu'on parle de circuits courts ou lorsqu'on parle de soutien aux petites et moyennes entreprises, on est également sur un effet levier commande publique. Donc, il faut prendre en compte ces objectifs. Donc là, on va essayer de passer assez rapidement parce que l'intérêt, j'imagine, pour vous, en tant que praticien, c'est de savoir comment. Donc là, vous retrouvez les différents axes. Alors, la méthode, pour l'expliquer brièvement, ça a été de donner une déclinaison opérationnelle. Donc là, par exemple, sur l'axe environnemental, la déclinaison opérationnelle, eh bien, c'est dans nos marchés publics la réduction de la production de déchets. Donc, l'objectif opérationnel
de réduction des déchets est toujours en lien avec l'un des objectifs de développement durable de l'ONU. Il nous a semblé important de recenser les familles d'achats qui pouvaient être en priorité concernées par cet objectif de réduction des déchets. Ce sont évidemment les marchés de fourniture et de prestation de services. Et donc là, on pourra prévoir dans nos marchés des clauses visant simplement peut-être à limiter la production d'emballage dans le cadre des livraisons de fournitures, des fournitures achetées. Donc, vous voyez comment on passe d'un objectif politique global à quelque chose de très concret dans la rédaction de notre cahier des charges, qui est simplement le titulaire du marché public sera amené à réduire le niveau d'emballage. Alors peut-être que nous, on devra commander en plus grosse quantité pour éviter la multiplication des contenants. Enfin, après, on est évidemment sur du bon sens. Pour pas aller dans tous les détails, puisque ça, j'imagine, Basma, qu'on pourra communiquer ce travail à l'ensemble des participants. Donc, c'est dire comment faire pour aller vers une amélioration des pratiques. Eh bien, le premier point, ce qui nous semble être important en conclusion de cette expertise, alors oui, merci. En conclusion de cette expertise, eh bien, c'est qu'il nous semble important de ne pas contraindre les acheteurs publics par le biais de décrets qui seraient des obligations trop contraignantes en premier lieu. Il faut, et ça a été un échange avec l'Institut des finances, être, à mon avis, plutôt dans une phase de sensibilisation, que chaque acheteur public puisse identifier ses leviers sur la rédaction de ces marchés publics et qu'on puisse être dans une logique pour le moment incitative sur la base du volontariat. Mais pour ça, il faut évidemment que les acheteurs publics soient formés à ce que sont les achats publics durables et aux moyens, aux clauses types qui pourraient être intégrées soit dans les cahiers des charges, soit qui pourraient servir de critères ou de sous-critères sur l'analyse des offres. Donc, il nous a semblé important d'élaborer un guide à l'attention des acheteurs publics. C'est un guide qui a déjà été réalisé, mais qui ne pourra peut-être pas faire l'objet d'une communication immédiate, puisqu'il n'a pas encore été validé par l'autorité des achats publics. Et il sera sans doute important que ce guide passe par l'Institut des finances, qui est un acteur de référence dans la formation aux acheteurs publics au Liban, avec également un programme de formation spécifique sur les achats durables. Mais ça, je pense, Basma et Ghassan, que c'est également quelque chose qui est en projet, enfin, du moins des sujets sur lesquels vous avez déjà travaillé. Donc, déjà passer par une phase de sensibilisation avant même d'aller sur la rédaction de décrets. Et alors, je vais finir sur des objectifs, alors peut-être sur les différentes phases de l'achat public où les achats durables peuvent être intégrés. Alors, évidemment, on l'a dit, vous allez voir qu'il y a environ 6 points sur lesquels je souhaitais m'arrêter en fin de présentation. Alors, évidemment, la priorité pour chaque acheteur public, c'est de se former aux achats publics durables. C'est vrai qu'il est très difficile de réaliser un cahier des charges si on ne sait pas ce que veut dire l'achat public durable, ou si sur le segment achat en question, on ne connaît pas le niveau d'innovation éventuellement, ou le niveau de maturité sur le secteur économique. C'est vrai que c'est très difficile de rédiger un cahier des charges. Donc la formation est, à mon avis, le point le plus important. On a ensuite une prise de connaissance de la politique achat durable qui va être, l'autorité des achats publics va forcément communiquer sur les priorités qu'il donne aux achats publics durables. Alors peut-être que ça sera plutôt l'aspect environnemental, l'aspect social, mais en tout cas, il faut un geste politique qui amène le législateur à orienter ses décrets. Et ensuite, chaque acheteur doit se poser la question au moment de son besoin de comment acheter au mieux, justement pour être dans une logique d'achat durable, en utilisant éventuellement les pratiques dites de sourcing, en allant voir des entreprises en amont. Alors, attention au risque de corruption sur la logique de l'achat durable, parce qu'il ne faut jamais que la solution technique durable puisse être apparentée à une limitation de la mise en concurrence ou à une détermination qui amènerait à un délit de favoritisme.
Mais en tout cas, reposer la question du besoin dans sa rédaction initiale est sans doute quelque chose de fondamental. Utiliser les normes, labels, certifications si elles existent. Et nous savons qu'il y a un certain nombre de normes qui existent avec l'IBNOR au Liban. Peut-être que des fois, dans un cahier des charges, il peut être intéressant d'utiliser un référentiel ou même sur le volet des travaux publics, un référentiel international sur des référentiels internationaux. Au niveau des candidatures également, pourquoi ne pas fixer un niveau d'exigence minimal en termes de candidature? Alors là, ça peut aussi amener à question à utiliser avec parcimonie, puisque la limitation en termes de candidature ne doit jamais s'apparenter non plus à une limitation de la concurrence et amener au délit de favoritisme. Un autre point au moment de l'analyse des offres, c'est le choix de critères et de sous-critères pertinents, puisque vous voyez bien que quand vous voulez acheter durable, eh bien, ce ne sont plus les critères d'analyse prix et valeur technique qui rentrent en ligne de compte, mais on a bel et bien un critère développement durable sur la base d'un mémoire rédigé par l'entreprise. Mais attention à la rédaction de ce critère, que l'interprétation de l'analyse ne soit toujours objective, qu'elle ne pose pas de questions particulières en termes d'égalité de traitement entre les candidats. Pourquoi ne pas prévoir un régime de pénalité ou de prime, peut-être sur nos contrats, pour favoriser tout ce qui serait de l'ordre du développement durable dans nos marchés? Et enfin, ça semble indispensable pour tous les marchés. Avant de les relancer, il faut évidemment éviter les copier-coller des cahiers des charges existants et toujours se poser la question, comment est-ce que je peux être dans une logique d'amélioration, dans une logique de plan de progrès? Qu'est-ce que je peux améliorer dans mon cahier des charges pour à un moment prendre en compte ce développement durable? Donc je finirai en disant qu'il n'y a pas de méthode magique pour les achats durables, puisque tout dépend du segment achat. Et c'est là où on a des difficultés à trouver des clauses types pour les acheteurs publics. Donc c'est là où on attend que l'énergie et que les idées viennent de l'acheteur public lui-même qui a la rédaction du contrat. Voilà ce que je peux vous dire, vous donner toute ma motivation et continuer à vous accompagner sur cette question-là, qui est une question passionnante au Liban et ailleurs. Ok, merci beaucoup César pour cette Avec présentation plaisir. bien détaillée de la méthodologie de travail ainsi que les axes prioritaires que vous avez identifiés au cours de votre mission d'état des lieux et d'analyse. Cela vraiment nécessite encore des présentations, mais même aussi peut-être des consultations au niveau national pour pouvoir vraiment être aligné avec le cadre réglementaire national en ligne avec les ODD et aussi les priorités quant à la politique en matière d'achat durable. Aussi, la formation et la sensibilisation sont deux éléments très importants pour adapter au changement et commencer à impliquer cette culture et faire de façon à ce que tous les acheteurs publics, entités contractantes et même le secteur privé soient bien notifiés à l'avance de cette importance de ce sujet. Donc, il y a beaucoup de steps et d'étapes à suivre. On va peut-être apprendre de plus en plus de l'expérience mondiale dans la seconde partie du webinaire quand on va écouter vos recommandations pour l'avenir. Avant de donner la parole aux auditeurs avec nous parce qu'il y a des questions dans le chat. Il y a Madame Lamia Mbaye-Bsat, la présidente de l'Institut, qui voudrait intervenir à cette occasion. Et par la suite, on continue avec les questions des participants. Damien? Oui, merci infiniment Basma. C'est juste deux mots pour d'abord remercier tout le monde. تسمحوا لي ابرم على العربي. بدي اتشكر بشكل خاص صديقي وصديق المعهد أستاذ فريد ياكر اللي بفضله لو ما يمكن لبنان ما كان قدم على هالمحور الأساسي. تعرفت على فريد وهو كان اللي فتح الباب على هالنقاش الكتير مهم، وأنا بتشكره وبعدني لهلأ بقول إنه هالشغل اللي عملناه وصل لهون.
je veux aussi remercier Monsieur Pitoisé وأتمنى له كمان هو والهيئة إنه نتقدم على هذا المحور بأكثر قدر من التشاور ممكن. بالنسبة للموجودين أنا بقول إنه يمكن اليوم صحيح عم ننطر توجيهات أو دفاتر شروط أو تعليمات، لكن اليوم إذا بدكم المعرفة حول هذا الموضوع متوفرة وبشكل كتير كبير على الإنترنت وعلى كل المواقع الخاصة تبع الأمم المتحدة، وفي كتير شغل معمول تجارب دولية كلياتها بتفيدنا. اللي بده حابب يبلش بيقدر يبلش، ما في شيء بيمنعه. القانون الحالي 244 على 2000 فتح المجال لأي شارع عام يقدر يشتغل على المعايير هيدي، وفينا ننطر. بس البيئة والعالم والجلوبال وورنينج والتصحر اللي عم بيصير وعم بيصير كل بلادنا بيقتضي انه نبلش بأي شكل، نبلش على الصعيد الشخصي أو على الصعيد المؤسسي أو على الصعيد المجتمعي. هذا المسج كل شخص اليوم ماسك دفتر شروط بيقدر. فخلينا نجرب كلياتنا نشتغل على هذا الموضوع بانتظار ما يطلع كل التوجيهات والجايدز والسياسات العامة، لأنه أكيد حتجي تكمل وتثري هذا العمل. وشكرا مرة تانية لفريق المعهد، لأستاذ غسان زعني لافتتاحيته، لسيدة بسمة، للخبيرة كمان السيدة رنا اللي هن رفاق الطريق بهيدول المواضيع، إضافة إلى كل فريق معهد باسل فليحان المالي اللي هن طبعا يعني مثل ما بيقولوا ومثل ما قال فريد صاروا مرجع مش بس بلبنان بس كمان بالعالم العربي خصوصي. شكرا. Shukran, Lamia. Merci, Lamia, pour votre intervention et pour éclaircir ces points très importants concernant la sensibilisation et la prise de l'initiative concernant les achats publics durables par les autorités contractantes. Euh, je reviens au chat pour prendre deux questions qui ont été inscrites. Euh, Ce serait intéressant de savoir la composition des deux comités mentionnés. Je crois que ce sont les comités techniques que César a évoqués. Quels ministères et quelles institutions font partie de ces comités? Alors, pour répondre brièvement, donc ce sont des comités qui n'avaient pas enfin, qui n'ont pas été formés officiellement, sachant que cette mission sur les achats publics durables a duré 1 an, mais que concrètement, elle n'a duré que 30 jours, donc ce qui est quand même très court. Ce qui veut dire qu'on est quand même sur une mission d'initiation au marché public durable. Le volet concertation avec les acteurs publics au sens où on doit l'entendre, parce qu'il devra y avoir une concertation interministérielle avant la réalisation des décrets secondaires, n'a pas encore eu lieu. Donc pour l'instant, on était vraiment sur des groupes de travail informels que j'ai composés moi-même sur la base du volontariat et des opportunités, mais les comités de concertation officiels doivent avoir lieu prochainement sous la direction de l'autorité des achats publics. Ok, merci César. Et une seconde question aussi, ce serait intéressant de savoir sur quelle base les axes ont été définis, les trois axes, stratégie nationale, stratégie du ministère de l'Environnement, etc. Les axes, les trois piliers. Alors, sur les trois piliers, ils ont été définis de façon théorique, puisque quand on regarde les différents axes environnementaux, sociaux et économiques, c'est vraiment l'intégralité de ce qu'on peut retrouver dans l'ensemble des pays au niveau international. Maintenant, ce qui sera important, c'est que l'autorité des achats publics puisse faire un arbitrage politique sur ces lieux de priorité. Mais normalement, l'ensemble des axes proposés prend en compte la, la plupart des achats publics durables, enfin la majorité des achats publics qui peuvent être durables au niveau national, que ce soit au Liban ou ailleurs. Je peux intervenir ici. Excusez-moi, c'est Lina Faris ici. C'est moi qui ai posé les deux questions. Je suis senior procurement à la Banque mondiale et ce sujet me tient vraiment à cœur. Ma question, en fait, pour la composition n'était pas tellement innocente.
j'aurais vu puisque vous êtes en train de décrire votre méthodologie, j'aurais imaginé que vous auriez fait un genre de desk review pour voir qu'est-ce qui existe comme stratégie déjà. Parce que l'environnement, par exemple, le ministère de l'Environnement a déjà toute une panoplie qui concerne l'environnement, donc tout à fait adéquat dans ce que vous êtes en train de préconiser. Et vous avez l'IBNOR aussi, qui est en train de, l'IBNOR qui standardise, si vous voulez, tout ce qui a rapport à la construction, à la consommation dans les industries alimentaires, etc. Et là, une petite parenthèse, parce qu'il y a vraiment des axes encore plus cruciaux que peut-être que vous avez mentionné. Ce serait l'axe, par exemple, des insecticides qu'on est en train d'utiliser dans l'agriculture, par exemple. Donc, il y a des axes qui sont brûlants, si vous voulez, côté santé du citoyen. Donc, c'est ça qui m'a intéressé. Si vous êtes en train de voir en dehors de ce qui s'appelle procurement en tant que seulement institution qui travaille avec le procurement, aussi toucher. Donc, c'est une recommandation et vous êtes libre vraiment de prendre ça en considération. Mais ce serait intéressant d'avoir des intervenants beaucoup plus sectoriels inclus dans vos comités. Quant à la législation, je suis tout à fait d'accord avec Lamia qu'on peut d'ores et déjà commencer à prendre en charge tout ce qui a rapport avec le durable, mais la structure du PPA est par excellence une structure qui devrait être très flexible et pouvoir, sans savoir à faire des décrets, mais avoir des décisions, non, publier des décisions mandataires pour être appliqué. Parce que s'il n'y a pas une forme de formalité, si vous voulez, personne ne voudrait s'aventurer dans une façon de travailler différente de ce qu'ils font. Et ceci donnera aussi au PPA le rôle de vérifier que ce qui a été promis dans les bids a été effectivement exécuté dans le contrat parce qu'ils sont en train d'octroyer le marché à quelqu'un qui a promis quelque chose, mais on n'est jamais sûr qu'il va l'exécuter vraiment. Donc, dans ce sens, je dis qu'une formalisation de ces politiques serait plus intéressant que seulement se baser sur la bonne volonté des employeurs. Donc, c'est ça. Bon. Et pour les axes, vraiment, j'aimerais qu'il y aurait, j'aurais préféré qu'il y ait un genre de consultation avant de définir ces axes, parce que ces axes vont déterminer toute l'orientation de la politique. Donc, Alors, oui. pour répondre à donc, merci beaucoup pour votre intervention. Donc, on avait été en lien, parce que moi, c'est la PPA qui m'a donné les différents interlocuteurs, je crois, ministère de l'Environnement, avec Jamal Tekli. Donc, on avait eu quelques échanges avec Jamal Tekli, mais là, ce que vous avez vu, c'est qu'une partie du travail, parce que il fallait faire une présentation courte. On a des enjeux qui sont très spécifiques au Liban. Je pense notamment à la souveraineté alimentaire, où je me souviens que la dernière fois que j'étais à Beyrouth, il y avait un bateau qui était bloqué suite à la crise en Ukraine et que tout le monde attendait la farine. Mhm. C'est aussi du développement durable. Donc maintenant, Mhm. le travail, une fois que Expertise France a apporté des outils théoriques, qui sont des guides, que sont des différents axes, eh bien, après, c'est à l'autorité des achats publics, ou du moins au Liban lui-même, d'arriver à se concerter, justement, qu'il y ait des arbitrages politiques et qu'il y ait sans doute une législation secondaire, comme vous le dites, qui vienne asseoir justement l'ensemble de ces objectifs politiques. OK. Vous allez partager votre rapport par la suite pour qu'on puisse se baser sur ça dans Alors, nos sous derniers. réserve de la validation de la PPA et d'Expertise France, mais je m'engage à revenir vers l'Institut des finances, en tout cas, en cas de validation. OK. OK. Merci Lina pour l'intervention et les questions. Merci César.
Est-ce que quelqu'un des participants voudrait intervenir ou a une question à poser à un des experts avant de continuer avec la deuxième partie du webinaire? Donc, on procède et s'il y a des questions, je vous invite à les inscrire dans le chat box. On arrive à la seconde partie du webinaire qui est la partie vers le futur. On regarde vers le futur. D'après les expériences pays, on réalise qu'il y a beaucoup d'obstacles pour la mise en place pratique des achats publics durables. Deux principaux obstacles pourraient être, par exemple, la perception selon laquelle des produits ou des services durables sont plus chers que des produits ou services traditionnels. Et deuxièmement, que le manque d'expertise dans la mise en œuvre des achats publics durables est un risque très élevé. Donc, même s'il y a un engagement politique en faveur des APD, même si le cadre juridique le permet, il y a une nécessité d'avoir un cadre humain, un capital humain bien formé et compétent pour pouvoir faire avancer cet agenda. Donc, d'après vos expériences respectives, d'après aussi vos questions-réponses avec les décideurs publics dans d'autres pays, dans d'autres contextes, bien semblables ou différents du Liban. Quelles sont vos recommandations pour le Liban afin d'avoir une politique ou un plan d'action solide en matière d'achat public durable? Quelles sont les étapes à suivre? Quelles mesures pratiques à ne pas oublier? Quels sont les ingrédients pour que les acteurs libanais impliqués dans l'avancement de l'agenda achat public durable le fassent de façon efficace. La première question est adressée à M. Farid Yaker et après je donne la parole à César. Oui, merci bien. Bon, sur la base de notre expérience, vous trouverez les réponses dans les panoramas globaux qu'on a réalisés au PNUE à 3 reprises. Je vous invite à accéder donc à ces documents qui sont en ligne, hein. Bon, le premier ingrédient qui est essentiel, bien sûr, c'est la volonté politique. Et ça, bon, c'est variable d'un pays à l'autre, hein, parce qu'il y a aussi disons, des objectifs concurrents. Il y a des contraintes aussi importantes dans les pays, des contraintes de disponibilité financière. Les pays n'ont pas le même niveau de ressources et il faut des moyens pour impulser des politiques. Il ne suffit pas d'écrire des plans d'action, il faut aussi des équipes pour les mettre en œuvre. Donc, il faut des moyens pour recruter des personnes chargées de la mise en œuvre, hein, pour produire donc les documents et les matériaux de formation, pour réaliser un site internet, pour faire par exemple, des exhibitions, enfin, des moments où la production de produits verts est mise en avant dans le cadre de foires ou d'événements commerciaux, etc. Donc, tout ça, ça suppose des ressources et tous les pays n'ont pas le même niveau d'accès à ces ressources. Euh, et ensuite, il y a un peu le type de pays dans lequel on se trouve. Les pays qui sont, je dirais, industriels ont plus de facilité et d'ailleurs vont impulser les achats publics durables pour faire en sorte de faire émerger des champions nationaux qui pourront être des exportateurs de ces produits. C'est la carte qu'a joué la Corée, par exemple, la Corée du Sud. Depuis 1990, c'est-à-dire il y a maintenant 34 ans, ils soutiennent les APD donc comme un agent aussi, comme un facteur d'innovation qui a permis donc à leurs produits d'être en pointe, de trouver une bonne place, en bonne place sur donc, tout ce qui est les échanges internationaux, le commerce international. Donc, les pays donc, qui ne disposent pas de cette base industrielle et notamment donc de produits verts, vont être plus réticents à impulser les APD parce que souvent, ça signifierait de privilégier des importations au détriment de la production nationale. Et aucun pays ne veut faire les choses au détriment de ses producteurs locaux. Donc ça, il faut bien comprendre que les APD évoluent dans un contexte global, hein, et notamment un contexte de marché qui est très important.
d'où la nécessité de prioriser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler sur tous les produits à la fois. On va sélectionner les produits qui sont les plus intéressants, les plus utiles pour à la fois avoir un impact social et environnemental, mais aussi également avoir un impact économique pour le pays. Et souvent, donc, dans des pays donc en développement, ce sera plus on tournera plus vers des produits issus de l'agriculture ou de l'agro-industrie, peut-être de l'artisanat, peut-être de l'assemblage de produits, comme au Sénégal, on a par exemple priorisé les ordinateurs parce qu'il y avait une mise en place d'une industrie d'assemblage qui était dirigée par des PME. Voilà, donc on tient compte un peu des capacités du pays. Sinon, il faut également s'assurer, je vais finir parce que je ne veux pas être trop long, qu'il y ait également des systèmes de vérification des attributs sociaux et environnementaux. Il ne s'agit pas de dire simplement, voilà, on va acheter un produit vert, mais donc les soumissionnaires doivent avoir la capacité de prouver que le produit est vert. Et ça passe par de l'éco-étiquetage, ça passe par des systèmes de tests, des laboratoires qui sont disponibles dans le pays. Et tout ça, c'est pas également distribué dans tous les pays. Sinon, voilà, je ne saurais mettre, disons, insister moins sur l'existence de politiques connexes qui sont favorables, donc des politiques fiscales qui font en sorte que les produits verts sont favorisés. Quand on a donc des subventions aux industries fossiles, ça n'aide pas donc à développer les industries renouvelables, enfin, l'énergie renouvelable. Des budgets verts, hein, des budgets qui flèchent donc les investissements verts et les APD, la commande publique durable, et plus globalement un soutien à l'économie verte pour faire en sorte qu'il y ait une production nationale qui puisse ensuite intégrer donc la commande publique. Et je termine en disant, il faut mettre en place une démarche continue, comme vous le faites au Liban, mais progressive, hein, donc graduelle. Et je reviens donc à cet aspect très important qui est la priorisation. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Farid, pour ces propos. César, la parole est à vous. Alors, donc j'enchaîne. Bon, je vais essayer de ne pas être trop long non plus. Donc je rejoins Farid sur l'objectif principal qui est le portage politique. Parce que, à mon avis, ce qui pourrait être une barrière, c'est de penser que l'on puisse mettre des achats durables à toutes les sauces, sur tous les segments achats et tout en même temps. Je pense qu'il faut prendre les segments achats, il faut y aller step by step et sans doute travailler les segments achats qui sont les plus néfastes pour l'environnement, mais qui sont les plus faciles à rédiger autrement dans les cahiers des charges. Je ne vais pas donner d'exemple parce que sur les marchés publics au Liban, vous êtes sans doute plus expert que moi pour identifier ces segments achats où le besoin peut être très facilement modifié pour être plus durable et avoir un impact fort. En tout cas, une priorité des différentes actions à mettre en œuvre. La deuxième barrière, ça c'est le cas au Liban, mais ça peut être le cas pour l'ensemble des pays au niveau international, c'est la peur de la corruption. Parce que quand on met en place de l'achat public durable, ça veut dire qu'on n'achète plus uniquement sur le critère unique du prix. Donc là, forcément, en fonction de la rédaction du critère, en fonction de la façon de rédiger l'analyse des offres ou de percevoir la qualité de l'offre technique de l'entreprise, bah, il y a une marge de manœuvre puisque c'est plus uniquement le prix, mais c'est à un moment un nouveau critère qui est noté et qui est un critère qui doit rester toujours objectif, mais qui peut prendre le risque d'être subjectif notamment si, et j'en viens à mon dernier point qui est le plus important dont on a déjà parlé, notamment si les agents publics ne sont pas suffisamment formés aux outils de la commande publique. Parce qu'en commande publique, que ce soit au Liban ou ailleurs, on a des façons d'intégrer le développement durable ou l'innovation qui sont très pertinentes. Je pense notamment à l'ouverture aux variantes. Je pense notamment au fait de travailler un petit peu plus sur les clauses d'insertion sociale. Donc pour ça, il faut que les agents publics soient mieux formés et également que les agents publics soient formés en spécificité sur les segments achats. Puisque si à un moment je fais un marché de télécom, eh bien, il faudra que je sache comment fonctionnent les télécoms pour pouvoir rédiger mon besoin
de façon à ce qu'ils puissent intégrer des modalités et des considérations environnementales et sociales. Donc nous, en France, on a un métier spécifique qui est né il y a une dizaine d'années et qui s'est considérablement répandu, qui est le métier d'acheteur public et qui vient en complémentarité des conseillers juridiques sur les marchés publics, puisque le conseiller juridique sur le marché public rédige un dossier d'appel d'offres et fait en sorte que la forme juridique soit bonne, et l'acheteur public est spécialiste sur le segment achat et va avoir un travail en réalité très complémentaire de réinterrogation du besoin, éventuellement de sourcing, comme on l'a dit. Éventuellement, c'est quelqu'un qui pourra aller voir dans d'autres pays si sur ce type d'achat, il n'y a pas des modèles de cahier des charges qui peuvent être réemployés. C'est quelqu'un qui pourra aller sur des forums, et ça, Farid en a parlé, c'est extrêmement important d'avoir des forums qui vont permettre aux entreprises et aux acheteurs publics de se réunir pour que l'acheteur public soit toujours au fait du niveau d'expertise de l'opérateur privé dans le pays. Donc, je dirais qu'il n'y a pas réellement de barrières, il n'y a pas plus de barrières au Liban plutôt qu'ailleurs, mais qu'en tout cas, il y a une méthodologie à reprendre qui part, comme le disait Lamia Moubayed, hein, de l'acheteur public lui-même, hein, qui doit avoir du bon sens, qui doit avoir de l'envie, de la motivation pour re-questionner son besoin systématiquement, éviter les copier-coller, et puis porter hein, des nouveaux cahiers des charges qui doivent être des cahiers des charges ambitieux sur l'aspect environnemental et social. Ok, merci beaucoup César pour ces ajouts, ces éléments très importants que vous avez mesurés et que vous avez bien évoqués. Juste pour faire le résumé un peu de vos deux recommandations, donc d'abord le portage politique, le commitment de la part du leadership politique au niveau du pays, tout ce qui est aussi priorisation des produits et sur la base d'une étude bien définie du marché, des capacités industrielles et commerciales, économiques du pays, le éco-labeling pour valider les produits, tout ce qui est aussi les capacités du pays, les capacités du capital humain à prendre en considération, tout cela dans les cahiers des charges et dans le développement des marchés. Et bien sûr aussi, on peut peut-être faire un petit retour sur expérience de l'Institut, parce que quand on a mis en place le processus de Marrakech en 2010-2012 pour évaluer le cadre légal et le marché quant aux APD, ça c'était avant la nouvelle loi des achats publics, c'était le cadre légal ancien. Il y a eu un retour d'expérience très intéressant, c'est que les décisions ou la concertation autour des choix, autour du travail a été dédiée à un comité de pilotage ou à un groupe de travail stratégique qui a réuni le ministère de l'Environnement, le ministère des Affaires sociales, par exemple, le LIBNOR, même le secteur privé a été présent, le LCEC, ministère de l'Énergie. Donc, tous les acteurs vraiment qui sont sur le terrain, impliqués et connaissants des réalités ont été impliqués pour donner leurs insights et leur apport à cela. Donc ça peut être une expérience à reconsidérer pour le Liban dans le cadre actuel, bien sûr, d'après les autorités qui ont la responsabilité de faire cela. Et l'Institut des finances sera toujours une plateforme pour le dialogue, sera toujours si vous voulez, un réservoir d'expertise et de savoir-faire et de savoir dans ce sujet pour aider à faire avancer cela au niveau national. Donc, c'était un peu ce que je voulais dire comme résumé et pour clôturer cette partie du webinaire. Je ne sais pas s'il y a des participants qui aimeraient faire une intervention ou poser une question euh, sur quoi que ce soit comme aspect évoqué par les experts avant de clôturer. Donc, il paraît qu'il n'y a pas de nouvelles questions. Euh, c'est une occasion pour remercier tout le monde pour sa présence, tous les participants qui ont été présents parmi nous. Remercier Farid Yaker et César Pitoisé
pour leur temps, pour aussi leur rapport scientifique, objectif sur le sujet. C'était un eye-opener pour nous, c'est-à-dire ce n'est que le début. Comme institut, nous continuerons à faire de la sensibilisation sur les thématiques clés relatives à la réforme de les achats publics pour faire avancer cela. Un grand merci pour les équipes Expertise France, nos collègues et AFD pour leur soutien technique et leur collaboration, pour la préparation et l'organisation de ce webinaire et mes collègues à l'IDF pour leur aussi appui, soutien technique pour les préparatifs. À bientôt pour tout le monde avec une nouvelle édition des Wednesday Webinars de l'Institut des Finances avec des thématiques économiques et financières d'actualité. Suivez-nous sur le site web et sur les médias sociaux. Merci beaucoup et bon après-midi pour tous. Et merci Basma Et pour toutes. Les interprètes ce aussi. travail-là. Et les interprètes, bien sûr, nos collègues Merci Daniel beaucoup. et Souleïma. Merci beaucoup. de Merci l'Institut à des tous. Finances. Merci. شكرا لكم جميعا يعطيكم ألف عافية